Et depuis l'élection de Donald Trump, le monde de la recherche, bon, il n'y a pas que lui, hein, mais le monde de la recherche aussi est en alerte. Le président s'est engagé dans une croisade contre ce qu'il appelle l'idéologie woke, menace de réduire le financement des agences de recherche, envisage de supprimer les programmes dits DEI qui visent à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion. Pourtant, en matière de financement direct de l'université, la place du pouvoir fédéral demeure limitée. Alors quelle et véritablement l'impact que Donald Trump peut avoir. Bonjour Romain Huret. Bonjour. Vous êtes historien des États-Unis et président de l'école des hautes études en sciences sociales. On vous doit notamment les millions de Monsieur Mellon parus aux éditions La Découverte. Il faut tout d'abord que vous nous expliquiez comment fonctionne ce système universitaire américain, parce que ce n'est pas simple. Oui, par rapport à la France, il est extrêmement décentralisé. Il n'y a pas de ministère de l'enseignement supérieur comme en France. Et il n'y a pas un système unifié national avec des diplômes nationaux aux États-Unis. Il y a deux catégories d'universités, des universités privées, les plus prestigieuses souvent, Harvard, Princeton, Stanford, qui reposent essentiellement sur des dotations et des fonds privés, et les universités publiques qui sont souvent financées dans les États. Chaque État possède une université publique qui permet aux citoyens de l'État souvent d'avoir des tarifs préférentiels et de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Donc on a un double système, privé-public, mais dans les deux cas, le gouvernement des États-Unis, le président des États-Unis, a très peu de pouvoir pour imposer tel ou tel programme ou telle idée dans les discussions sur le campus. Mais alors, pourtant, il y a des aides directes du gouvernement fédéral parce que ces universités, elles ont reçu l'an dernier 60 milliards de dollars. Alors, il y a des aides qui passent par les agences de financement aux États-Unis, notamment la National Science Foundation, qui est une agence de financement qui finance des programmes en sciences dures et en sciences Mhm. sociales et qui déverse des millions de dollars dans les universités autour de programmes spécifiques et D'accord, qui c'est permettent des l'équivalent collaborations. de ce qu'on appelle l'ANR, c'est L'ANR, ça, d'après absolument, mes l'ANR ou toutes souvenirs. les agences mais qui remontent. La NSF, c'est le projet de guerre froide. Ça a été le grand projet, notamment au moment de Spoutnik, quand le pays a eu très peur de perdre le leadership scientifique. Ils ont créé une agence très puissante qui permet d'irriguer autour de thématiques dites prioritaires la science dans tout le pays et donc de financer les universités. Oui, c'est intéressant cette période d'ailleurs parce que Richard Hofstadter, dans un livre célèbre qu'il a fait sur l'évolution justement du climat intellectuel aux États-Unis, marque à cette période une sorte de fin de l'anti-intellectualisme, parce qu'on s'est rendu compte que l'anti-intellectualisme c'était sympathique, mais que ça rendait un pays décadent finalement. Oui, mais les temps ont changé. Bah non, c'est Puisque le retour du même. les années 40-50, en effet, ont été une prise de conscience de la nécessité d'avoir des intellectuels. On peut penser à John Kennedy ou à d'autres présidents qui étaient entourés d'intellectuels, d'historiens, d'économistes. Là, on voit que ce Non, n'est plus le cas non, aujourd'hui. il y a une éclipse. Il y a Il y a une éclipse importante, oui. une petite éclipse à cet égard. Et alors donc, il y a un financement direct. Trump menace de le couper. Il menace pas, il le coupe. Il le coupe. Il le coupe, enfin, il le coupe en Y partie. compris pour les sciences dures. Y compris, alors c'est là où où toutes les agences ont peur, puisque la première chose en cours en ce moment aux États-Unis, et vous l'avez dit, c'est la fin des financements des programmes dits DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Bon, ça, il a dit qu'il les coupait. Ça, c'est fini. Et donc, ça a des conséquences très concrètes. Par exemple, sur les financements de la National Science Foundation, qui ont décidé à la fin du mois de janvier, donc c'est tout récent, de vérifier dans les 3000 programmes qui allaient être financés par l'agence s'il y avait des mots comme femme, race, inclusion, diversité dans ces programmes. Et un tiers des programmes, donc 1000, risquent de voir leur financement coupé parce que ils sont susceptibles de promouvoir cette idéologie DEI qui ne plaît pas à Trump. Les sciences sociales vont être majoritairement affectées, mais beaucoup soulignent que les sciences dures, la médecine par exemple, qui s'intéresse beaucoup aux liens entre médecine et race, Mhm. médecine et genre, ces programmes ne seraient plus susceptibles d'être financés également parce qu'ils comporteraient aussi ces traces des fameuses politiques DEI. Mais alors, parce que là, j'ai du mal à vous suivre, parce que les politiques DEI, elles concernent l'inclusion, la diversité. Donc, il s'agit d'aider, j'imagine, des personnes, comme on dit, issues de la diversité, à entrer à l'université. Donc, ça ne concerne pas les programmes, mais les procédures d'admission. Ça concerne, si ça concerne toute la vie sur le campus. Par exemple, quand vous êtes recruté à un poste aux États-Unis, on vous demande comment vous allez intégrer les DEI
dans D'accord. vos programmes, dans vos cours, dans votre pratique d'enseignement, dans votre pratique de tutorat. On vous demande cela. C'est comme si à Radio France, on vous demandait à chaque entretien comment vous voyez l'égalité, l'inclusion, la diversité dans vos pratiques professionnelles. Et ça, Trump n'en veut pas. Des élus, des gouverneurs ont déjà commencé, hein. La Floride a été un laboratoire, hein. Les gouverneurs de Floride successifs ont cassé les programmes DEI, ont licencié parfois des administrateurs dans Uhum. les universités, ont refusé la titularisation de professeurs, hein, ou ont fermé des programmes qui travaillaient autour de ces objets-là. Comment peut-on refuser la titularisation de professeur parce que c'est la cuisine interne des universités? Sauf pour les universités publiques. À nouveau, dans les États, ce sont les États qui financent les universités publiques, et donc Ah oui, le gouverneur de Floride peut, par le biais du conseil d'administration, estimer que tel ou tel professeur ne n'enseigne pas des éléments qui soient conformes à ce qu'ils appellent l'égalité, hein, parce que les conservateurs inversent la problématique, hein. Les programmes DEI seraient des programmes d'exclusion de la majorité. Puisqu'ils mettent en avant une minorité sexuelle, une minorité raciale, ils excluent la majorité. Et donc ces conservateurs, comme en Floride ou comme Donald Trump aujourd'hui, estiment que ces programmes ne sont pas constitutionnels. Mais alors, Romain Huret, 60 milliards d'aides en moins, donc d'aides directes. Et il y a des aides indirectes aussi. J'ai entendu parler, par exemple, de manières d'aider les universités. Ce sont des universités qui sont très riches, qui ont des fonds placés et qui se financent ainsi. Et Donald Trump pourrait revenir sur certains avantages fiscaux. Oui, il a annoncé, il veut mettre la pression sur les universités, hein. Il pense que les universités sont des lieux d'endoctrinement de la jeunesse, d'endoctrinement de la population, et c'est l'endroit où précisément s'est cristallisée, hein, cette idéologie wokiste qu'il déteste, hein. Et donc il faut mettre un terme à cela, et il veut taper au portefeuille, hein, par le biais des exemptions fiscales, mais également par le biais des financements Mais alors comment il va fédéraux. faire? Il va relire les programmes et il va décider en fonction de cela de la fiscalité des universités? Il peut voter des dispositifs fiscaux qui rendront plus difficile pour les universités et les donateurs, hein, la possibilité Alors de... ça, il peut le faire évidemment, mais il le fera dans ce cas-là sans discrimination, puisqu'il y a aussi des programmes qui peuvent être des programmes plus favorables à ses idées, par exemple. Je pense que son objectif, c'est de mettre la pression. C'est quelqu'un, on le voit bien, là, il met la pression sur la terre entière et l'ensemble des pays. Il souhaite mettre une pression très forte sur les universités, sur les donateurs aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les universités privées fonctionnent grâce aux dons colossaux des entreprises, hein. Et on a vu certaines entreprises qui ont décidé également d'interrompre, hein, les programmes DEI en estimant que ces programmes n'avaient plus lieu d'être. On a vu Facebook, Meta et d'autres, hein, estimer que finalement cette idéologie était néfaste. Zuckerberg qui a souhaité plus d'hommes et de virilité masculine dans son entreprise. Donc on peut envisager aussi que certains donateurs mettent un terme à leurs donations parce qu'ils estiment que les programmes dans les universités ne sont pas conformes à ce qu'ils souhaitent. On l'a vu l'an dernier, hein, au moment de la crise palestinienne dans les universités, certains donateurs avaient renoncé à donner, avaient mis la pression sur la présidence d'Harvard, de Princeton ou autres, en disant attention à ce que vous faites, nous sommes très vigilants sur les programmes, très vigilants sur la question palestinienne, et donc nous n'accepterons pas tout. Et si l'université décide de maintenir certains programmes ou certaines orientations, nous pourrions éventuellement cesser les financements. Mais alors, donc là, on voit les différents leviers d'action dont il dispose. Y a-t-il une manière de clarifier cette barrière qui peut être ténue, j'en conviens, Romain Huret, entre la volonté donc de Donald Trump de faire le ménage dans les programmes en refusant donc ce qu'il appelle le wokisme et de l'anti-intellectualisme pur et simple où il veut en fait en finir avec les universités? Il ne veut pas en finir avec les universités, il veut en finir avec une certaine orientation des universités, et notamment les sciences sociales. Il y a une obsession chez Trump et chez beaucoup de conservateurs, hein, contre les sciences C'est sociales. quoi les sciences sociales? Bon, j'imagine que la socio est visée en premier. Sociaux, anthropologie, une certaine... L'histoire L'économie, aussi? l'histoire aussi. L'économie? L'économie, oui, il y a une certaine économie critique qui ne plaît pas du tout à Trump. Il souhaite que l'économie soit orthodoxe, on va le dire rapidement, hein, mais l'économie critique du capitalisme qu'il Oui, non, ça, compare au marxisme. j'imagine que le marxisme, c'est pas sa tasse de thé, c'est mais pas-
Sans aller jusqu'au marxisme, par exemple en histoire ou en économie, Vous voulez dire le gramscisme les théories critiques du capitalisme ou de l'économie, c'est pas du tout sa tasse de thé. Donc il pense que tout ça, c'est du marxisme, il le dit souvent. Hein. Il y a les universités ont été un des lieux d'apprentissage du socialisme pour les jeunes générations, et donc il faut absolument mettre un terme à cela dans les meilleurs délais. Et est-ce qu'on peut redouter une fuite des cerveaux aux États-Unis ou on n'en est pas du tout encore là? Je ne sais pas si on en est encore là, mais en tout cas, on peut espérer que l'État français, par exemple, accueille ces universitaires qui, demain, ne pourront plus faire des recherches sur beaucoup de sujets. On n'a pas parlé de l'environnement, par exemple, mais parmi les victimes possibles des financements, on peut penser à la recherche sur l'environnement, qui est en grande partie financée par l'État fédéral. Il est certain que si Trump coupe demain les agences sur l'environnement et coupe le financement des programmes sur l'environnement à la National Science Foundation, c'est tout un pan de la recherche qui pourrait disparaître. Dans ce cas-là, on peut souhaiter que l'État français, comme Emmanuel Macron l'avait fait lors du premier mandat, il avait lancé un très grand appel aux scientifiques et aux Américains pour venir en France. Donc on pourrait espérer que demain, l'État français fasse la même chose. En tout cas, l'École des hautes études en sciences sociales accueillera avec plaisir des collègues aux États-Unis qui ne peuvent plus travailler chez eux. Et il y a par ailleurs une autre chose étonnante aux États-Unis, c'est le coût de ces études. Pendant un moment d'ailleurs, ça avait été une polémique sous l'ère Biden pour essayer de comprendre pourquoi les études coûtaient si cher. Alors ça par contre, ça ne rentre pas parmi les préoccupations de Donald Trump. Non, pour lui, vous évoquez la question de la dette étudiante, qui est un vrai problème aux États-Unis, une préoccupation de beaucoup de gens, puisque vous devez vous endetter très fortement pour faire des études. Cette question-là, pour Donald Trump, est nulle et non avenue. Il n'y a aucun intérêt à revenir. Pour lui, chacun doit investir dans sa formation. Mais vous qui dirigez une fac française, vous comprenez pourquoi les études américaines coûtent si cher, Romain Huret? Je comprends pourquoi elles sont aussi coûteuses, parce que ce qui est proposé est tout à fait formidable. C'est-à-dire que vous avez des campus avec un niveau d'accès à des services qui sont très coûteux, logement, etc. Ensuite, Bon, ça, les États-Unis ont aussi été fondés sur la promesse d'une égalité gratuite. Thomas Jefferson a fondé un campus gratuit à l'université de Virginie, qui existe toujours, qui est une université d'État. Donc on a aussi des universités beaucoup moins coûteuses et beaucoup plus accessibles aux classes populaires et aux petites classes moyennes. Et là, évidemment, la situation est de plus en plus compliquée pour celle-ci. Depuis longtemps, ça fait une trentaine d'années qu'on voit que l'accès à l'enseignement supérieur est de moins en moins démocratique aux États-Unis. Et il y a une régression, vous évoquiez les années 50 et Hofstadter, mais une des grandes promesses des années 50 était précisément de l'accès de toutes et tous à l'enseignement supérieur. Merci Romain Huret, vous êtes historien, président de l'École des hautes études en sciences sociales et on vous doit les millions de Monsieur Mellon aux éditions de La Découverte.